Alors, bienvenue à tous. Bienvenue au webinaire ce qui est spécialement conçu pour la semaine de la santé mentale qui a lieu cette semaine, du 4 au 10 mai. Donc, aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être votre animatrice. Donc, je me présente, je m'appelle Joanie Gill. Je suis agente de liaison et de recrutement pour les programmes en santé du Collège Éducacentre. Puis, j'ai pour mandat de recruter des étudiants. Donc, je me promène dans les écoles à travers la province. Puis, je suis infirmière de profession. J'ai travaillé notamment à l'hôpital de Roberval et aussi à titre d'infirmière communautaire en saines habitudes de vie dans mon village natal de Mashtewiyats au lac Saint-Jean, situé dans la province du Québec. Bon, je suis spécialiste de contenu aussi pour nos deux nouveaux programmes, celui de nutrition holistique et celui d'intervention en travail social, offert par le Collège Éducacentre. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Mélissa Sauvé-Dupont. Bonjour Mélissa. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait vraiment plaisir de te recevoir. Pour les gens qui nous écoutent, Mélissa Sauvé-Dupont est psychoéducatrice et psychothérapeute. Québécoise d'origine, elle travaille en pratique privée au Yukon. Donc, son parcours académique comprend une maîtrise en psychoéducation ainsi qu'une formation de 2 ans en thérapie familiale et conjugale. Elle est également enseignante au Collège Éducacentre pour le programme d'éducation à la petite enfance et spécialiste de contenu pour le nouveau programme d'intervention au travail social. Dans ses temps libres, elle pratique l'escalade, le ski, le yoga et tout récemment la voile. Donc, Mélissa sera avec nous pour répondre à vos questions sur la santé mentale à la fin du webinaire. Donc, n'hésitez pas à écrire vos questions sur le clavardage quand elles arrivent, pendant ou après la présentation. On prendra une petite quinzaine de minutes là, pour y répondre à la fin. On pourra également vous donner la parole pour ceux et celles qui veulent ouvrir leur micro à la fin pour parler directement à Mélissa qui pourra répondre à vos questions. Donc, le webinaire d'aujourd'hui dure environ 30 minutes. L'animation de 30 minutes et par la suite suivra la période de questions. Donc, juste pour vous dire, aujourd'hui, on est une petite équipe en ce moment. Donc, on est avec Émilie, notre stagiaire en communication qui s'occupe de l'aspect technique du webinaire. Donc, Émilie, parfois, vous allez m'entendre dire « OK, Émilie, on peut changer de diapo. OK, Émilie, on est à l'autre point, etc. » Donc, vous allez savoir c'est qui Émilie, c'est celle qui est derrière l'aspect technique. Donc, pour continuer la prochaine diapo, j'aimerais savoir d'où vous venez. La prochaine diapo. Ouais, d'où venez-vous? Donc, j'aimerais dans le chat, tout le monde, vous voyez, vous avez accès au chat dans le webinaire. J'aimerais savoir de quelle région vous venez, de quel endroit vous venez en ce moment. Donc, savoir dans la salle virtuelle qu'on est aujourd'hui, bon, ben, toute la multitude de personnes qui est là, ben, j'aimerais ça savoir, oui. On voit beaucoup de gens qui nous disent « Ah, du Yukon ». Donc, peut-être des gens que tu connais, Mélissa. Beaucoup de gens de Vancouver, de Kamloops, Burnaby, Kelowna, super. Les Laurentides au Québec, good! Donc, il est 1 heure chez vous, 1 heure de l'après-midi. Donc, on est plusieurs personnes un peu partout, super! Merci beaucoup d'être là aujourd'hui avec nous. Ça fait vraiment plaisir. On va démystifier ensemble l'inquiétude et l'angoisse dans ces temps de confinement. Pour la prochaine diapo, aujourd'hui, je vous fais un survol de ce super beau document qui m'a été offert, qui m'a été présenté, ou plutôt proposé par Mélissa. C'est ce document-là qui a été donné par Psychology Tools. C'est un guide, en fait, bien vivre inquiétude et anxiété dans un contexte global d'incertitude. Donc, c'est un guide que j'ai pu décortiquer pour vous le présenter aujourd'hui parce qu'à l'intérieur, on comprend mieux qu'est-ce que l'inquiétude et on comprend mieux aussi toutes les astuces en cette période de confinement, de crise sanitaire, toutes les astuces qu'on pourrait voir. Donc, prochaine diapo. Juste pour vous donner une idée, qu'est-ce que l'inquiétude? J'ai trouvé cette phrase-là sur Internet dans mes recherches et je l'ai trouvée bien pour expliquer l'inquiétude est le sentiment qui nous paralyse dans le présent à cause d'événements qui pourraient se produire dans le futur. C'est une phrase qui a été dite par Wayne Dyer, conférencier en pensée positive. Donc, ça explique un peu
c'est quoi l'inquiétude. Donc, ça donne une meilleure idée. Pour la prochaine diapo, bon, qu'est-ce que l'inquiétude? Bien, on a la faculté de prévoir, l'humain a la faculté de prévoir. Hein? On est capable de se projeter dans le futur puis d'imaginer des choses. Puis ça, c'est sain, c'est normal, c'est instinctif. On a cette intelligence-là de pouvoir prévoir les choses. Donc, prévoir signifie que nous pouvons anticiper les obstacles ou les problèmes et donc en trouver des solutions à l'avance. Mais essayer de trop prévoir peut rendre inquiet. Puis quand on s'inquiète trop, on pense souvent au pire, puis on s'imagine qu'on ne sera pas capable de surmonter ces obstacles-là. Donc, ce qui amène l'inquiétude, c'est un enchaînement de pensées qui nous fait penser au pire. Donc, comme vous voyez sur la diapo, la chaîne de pensée, on a par exemple une première pensée qui nous arrive. OK, j'ai mal à la tête. Bon, bien, sur l'exemple, j'ai mal à la tête, ça m'amène à penser à autre chose. Bon, bien, si c'était le coronavirus, c'est peut-être ça. Donc là, ça m'amène à d'autres choses. Oh non, d'un coup que je l'ai, est-ce que ça va donner le coronavirus à toutes les gens que j'ai côtoyés aujourd'hui? Oh, tout le monde va l'avoir, tout le monde va mourir. Oh non, alors là, vous voyez, la pensée, automatiquement dans notre cerveau, les chaînes de pensée s'empirent, 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 puis on se rend compte qu'à un moment donné, ça n'a plus de limite. Alors, cette chaîne-là de pensée, c'est de s'en rendre compte et de pouvoir la stopper au bon moment. Mais avant tout, avant de commencer à trouver les astuces pour l'inquiétude, Mélissa, j'ai une question pour toi parce que je me suis posé cette question-là quand j'ai lu le document. Je me suis dit, c'est quoi la différence entre l'inquiétude et l'anxiété? Hein? Oui, c'est quoi la différence entre les deux? Peux-tu me répondre? Ah, on t'entend. Okay. Voilà, je suis plus sur mute. Oui, donc c'est une bonne question. La différence entre l'inquiétude et l'anxiété, il y a différentes définitions, mais en général, on perçoit l'anxiété davantage comme un phénomène ou une problématique plus, on dirait, globale, dans le sens que quand quelqu'un souffre d'anxiété, on va observer ces inquiétudes-là qui est au niveau cognitif, mais on va aussi observer des sensations physiques qui sont associées à l'anxiété. Donc, l'inquiétude, on peut dire que c'est un peu plus toute la façon que notre cerveau réfléchit, toutes les pensées qu'on a dans notre tête, la chaîne de pensées qu'on a vue, versus l'anxiété, ça comprendrait aussi ces inquiétudes-là, où des fois on voit des ruminations ou des pensées anxieuses. OK. J'espère que ça répond un peu. Oui, c'est plus clair, pas mal pour moi. Pour vous aussi, j'imagine. Si vous avez des commentaires au fil de la présentation, n'hésitez pas aussi. Mais merci, Mélissa, pour ta réponse. Pour la prochaine diapo, je voulais vous proposer un premier sondage parce qu'on vous a dit hein, que notre webinaire était interactif, alors on vous fait travailler un peu. Donc, le premier sondage que je vais vous proposer, vous voyez, je ne sais pas si on peut repartager, Émilie, le lien de Paul Everywhere, comme on avait fait la dernière fois. Donc, vous voyez ici, Émilie, qui est nommée Zoom 2, a envoyé à tout le monde le lien de Paul Eve. Alors, si vous pouvez copier-coller ce lien-là en ce moment sur votre navigateur, et puis aller à l'intérieur, on va avoir une question de sondage à vous faire. Donc, on peut partager l'écran de Paul Everywhere maintenant et puis les gens, on va voir en direct vos réponses et par la suite, on va vous montrer les réponses de tous. Donc, je vous invite à partager si vous êtes à l'aise pour... OK, on a déjà une réponse de rentrée, donc ça fonctionne. On va attendre un petit peu, on est quand même une quinzaine, je crois, aujourd'hui. Je vous laisse un petit 10 secondes pour y répondre. Parfait, donc on a déjà une dizaine de réponses. Donc, Émilie, tu peux nous montrer qu'est-ce que ça donne comme résultat. Donc, oui, ce qu'on voit ici,
Super. Donc, quel signe extérieur ressort lorsque vous êtes inquiet? Donc, la plupart d'entre vous ont ressorti le signe de la difficulté à s'endormir ou à dormir, donc 55% des réponses. On a également comme deuxième position agitation et impossibilité de se détendre, 27%, et difficulté de se concentrer, 18%. Donc, on comprend bien que ça se concentre vraiment sur ces trois aspects-là. Donc, c'est super intéressant. Si on revient à la diapo, je vais vous annoncer que ce sont tous des signes d'inquiétude excessif. Donc, ça ne veut pas dire que si vous avez ça, ça veut dire que vous êtes inquiet excessivement, mais ce sont tous des signes. Si on peut aller dans la prochaine diapo, tous ces signes-là sont tous à l'égalité des signes d'inquiétude excessif. Donc, vous allez... si vous ressentez ces symptômes-là, c'est que vous devez revoir un peu vos pensées si vous êtes vraiment tombé dans l'excès d'inquiétude ou non. Donc, voilà. Ça, c'est pour le sondage 1. Merci d'avoir participé. Quelles sont les causes de l'inquiétude maintenant? Donc, les causes de l'inquiétude, c'est sûr qu'on a vu tout à l'heure, l'inquiétude, on a tendance, on est capable de prévoir les choses, donc on est capable de... c'est normal d'être inquiet, dans le fond. Il y a un certain moment où c'est très normal d'être inquiet, mais parce qu'on peut même être inquiet quand ça va bien. Hein, vous voyez, on peut être inquiet pour toutes sortes de choses, mais ça ne veut pas dire qu'on est inquiet de façon excessive. Mais on va voir plus tard la différence entre l'inquiétude normale et l'inquiétude excessive qui devient maladive. Donc, au niveau des situations maintenant, pour les prochains points, des situations qui nous amènent à créer de l'inquiétude. Ce sont ces trois points-là que vous voyez. Donc, la situation d'ambiguïté. Les situations d'ambiguïté, c'est que dès qu'il nous arrive quelque chose, puis cette situation-là est ouverte à différentes interprétations. Ça amène de l'inquiétude parce que c'est inconnu un peu. L'autre chose, l'autre qualificatif de la situation, c'est que ça peut être une chose qui est nouvelle, une situation nouvelle ou inédite, parce qu'on ne peut pas se fier à une expérience passée pour pouvoir l'affronter. Donc, ça, encore là, ça augmente l'inquiétude. Puis, au niveau d'imprévisibilité aussi de la situation. Donc, quand une situation est imprévisible, on ne sait pas comment les choses vont se passer, donc ça nous amène encore plus d'inquiétude. Donc, ce sont les trois qualificatifs des situations qui peuvent amener davantage d'inquiétude et c'est normal. Donc, si on va vers la prochaine diapo, je vous propose de répondre à un second sondage. Donc, parmi ces déclencheurs de l'inquiétude, lequel est relié à notre situation actuelle mondiale? Donc, je vous propose de retourner sur le pôle Everywhere et puis on va partager l'écran avec Émilie pour la prochaine question. Donc, pour activer le prochain sondage, je vous demande de répondre à cette question-là. En ce moment, la situation de la pandémie mondiale, vous pensez dans quelle situation elle est située? Donc, je vous laisse une petite dizaine de secondes pour y répondre. Donc, on a déjà 11 réponses, 12 réponses. Parfait. On va arrêter le sondage et on va voir le résultat. Je pense que vous avez vu juste, hein, comme vous voyez en ce moment, la situation du coronavirus qu'on vit, c'est une situation qui est complètement, qui allie toutes les situations, tous les qualificatifs de situations inquiétantes. Donc, c'est une situation ambiguë, c'est une situation nouvelle ou inédite, c'est une situation qui est imprévisible. Alors, la plupart d'entre vous avez choisi toutes ces réponses et c'est ça, dans le fond. Moi, ce sondage-là, c'était pour vous amener à réaliser que
la situation du COVID en ce moment, c'est normal d'être inquiet parce que ça rallie ces trois aspects-là d'une situation inquiétante. Donc, ça va de soi que ça nous apporte de l'inquiétude. Mais maintenant, c'est comment la gérer, cette inquiétude-là. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc, merci d'avoir répondu au sondage. On va voir la prochaine diapo qui allie inquiétude utile et inutile. Donc, pour l'inquiétude utile et inutile, on l'a vu tout à l'heure, il y a des inquiétudes qui sont nécessaires pour bien prévoir les choses, pour s'adapter aux situations. Mais il y a des inquiétudes aussi qui sont complètement inutiles. Donc, c'est important de nous, quand une inquiétude arrive, de prendre le temps de savoir, bon, est-ce que c'est normal? Ben, est-ce que plutôt mon inquiétude est face à un problème réel ou est-ce que mon inquiétude, c'est complètement hypothétique? Alors, c'est complètement relié à des choses qui sont irréelles ou des choses que je suis en train d'imaginer que ça pourrait arriver. Alors là, il y a une différence entre les deux. Donc, si on va dans la prochaine diapo, on va comprendre un peu qu'est-ce qui est l'inquiétude utile de l'inquiétude inutile. Donc, ici, vous voyez dans les nuages l'inquiétude face à la réalité. Quand on va vraiment gérer quelque chose qui est réel, qui nous affecte en ce moment même, aujourd'hui même. Donc, par exemple, mes enfants ne vont plus à l'école, je dois m'occuper d'eux. Bon, mais ça m'amène du stress, ça m'amène de l'inquiétude, je dois me refaire une stratégie pour m'adapter à cette situation-là. C'est un problème qui est réel, on doit trouver une solution maintenant. Une autre chose, je n'ai pas assez de nourriture, par exemple, à la maison pour tenir plus de quelques jours. Bon, ça, à ce moment-là, c'est une inquiétude qui est réelle, on doit trouver des solutions maintenant. Si on voit maintenant dans l'inquiétude face à l'hypothétique, donc une inquiétude qui n'est pas réelle nécessairement, alors c'est de s'inquiéter des choses qui ne se passent pas encore, mais qui pourraient peut-être se passer dans le futur. Comme par exemple, que se passera-t-il si je perds mon emploi? Est-ce que je vais me retrouver dans la rue? Bon, mais ça, ce n'est pas un problème que tu peux régler tout de suite maintenant. C'est que peut-être que c'est encore des pensées qui sont illusoires un peu, qui sont hypothétiques. Donc, une autre question, c'est que je suis jeune, en bonne santé, mais qu'est-ce qui va se passer si on doit me mettre sur respirateur artificiel? Alors là, la chaîne de pensée d'inquiétude commence. Bon, ben comment je vais faire? J'ai-tu, je ne sais pas, toute la chaîne de pensée de plus en plus grave va arriver. Donc ça va amener de l'inquiétude excessive. Pour la prochaine diapo, quand est-ce que ça devient un problème? Quand on est inquiet ou non? Donc, avec cette image-là, vous pouvez comprendre que l'inquiétude normale, ça vous aide à obtenir ce que vous voulez, puis ça vous aide à résoudre vos problèmes. Ça aide. Et puis, l'inquiétude excessive, c'est que ça vous laisse démoraliser, contrarier, épuiser. Vous avez senti, vous avez vu dans le sondage 1 qu'on a fait au départ, tous ces symptômes-là, on les ressent. Alors ça nous contrarie, ça nous épuise, on a de la misère à dormir, on a des tensions. À ce moment-là, c'est de l'inquiétude qui est excessive. Et puis, ça vous empêche aussi de vivre comme vous voulez votre vie. Souvent, en santé mentale, c'est ça, c'est que dès que ça nous affecte dans nos activités de la vie quotidienne, puis qu'on ne peut pas vivre pleinement de notre vie, à ce moment-là, on doit faire des changements, puis réaliser que là, ça ne va pas bien, il faut améliorer notre qualité de vie et trouver notre équilibre. Il n'y a pas de degré correct en ce moment pour un degré d'inquiétude. Hein? Il n'y a pas de degré correct, mais ce qui vous affecte, il y a un signal d'alarme quand que ça vous empêche de vivre la vie que vous souhaitez, dans le fond. Vous ruminez trop d'inquiétude. Vous voyez un peu la différence entre l'inquiétude normale et l'inquiétude excessive. Pour la prochaine diapo, bon, qu'est-ce qu'on peut faire contre notre inquiétude? Hein? Parce qu'on est là pour ça, on veut trouver des solutions. Bon, mais comment on peut freiner cette inquiétude-là qui prend trop de place dans notre tête? Bien, la première solution, c'est de garder un équilibre. Ensuite, s'entraîner à identifier si le problème qui nous inquiète est un problème réel ou hypothétique. Je vais vous montrer un outil par rapport à ça tout à l'heure. S'entraîner également à remettre ce qui nous inquiète à plus tard. Je vais vous montrer un petit truc aussi qui est présenté dans le guide que j'ai analysé pour vous aujourd'hui. Et puis, un autre aspect, c'est de se parler avec compassion
Et le dernier point, s'entraîner à la pleine conscience. Donc, si on va à la prochaine diapo, un équilibre pour votre bien-être. Organisez une routine quotidienne en intégrant des activités qui allient le plaisir, la réussite, et la proximité connexion. Donc, vous devez inclure dans à tous les jours, une activité dans votre journée qui vous donne un sentiment de réussite, une activité dans votre journée qui vous aide à vous sentir proche, lié aux autres, et une activité dans votre journée que vous ne faites que pour le plaisir. Vous le faites pour pas d'autres raisons. Oui, ça vous fait plaisir de travailler, oui, mais non, vous le faites pas pour le plaisir de travailler, vous le faites pour un plaisir personnel, vous le faites pour vous, juste pour le plaisir. Donc, on va voir un peu après, dans la prochaine diapo. Je veux vous entendre pour le troisième sondage, juste pour savoir un peu votre degré d'équilibre. Sur une journée type de semaine, avez-vous du temps réservé pour chacun des aspects mentionnés? Donc, mentionnés ici dans ce qu'on vient de voir dans le diagramme. Réussite, plaisir et proximité, connexion. Vous allez voir, si on ouvre le pôle Everywhere, Émilie, on le voit ici, notre diagramme. Alors, je vous laisse la parole, plutôt je vous laisse le clic actif pour répondre à ce sondage-là. Donc, je vous laisse une dizaine de secondes et puis on va voir par la suite les résultats. Bon, une petite vingtaine de secondes, le temps de lire les questions. Oh, il n'est pas activé peut-être? Ça ne fonctionne pas? OK, là, ça devrait fonctionner. Essayez une autre fois pour voir. Parfait. Et je vous laisse une dizaine de secondes pour y répondre. Donc, on a déjà 11 personnes qui ont répondu. On peut regarder les résultats, Émilie, ensemble. Super, merci. Donc, oui, good. Tout le monde, un bon 55% des gens ont dit que oui, chaque aspect a sa place dans la journée. Super. Ça veut dire que vous avez trouvé une façon de trouver cet équilibre entre ces trois aspects-là. C'est super bon en cette période de COVID, donc bravo. Pour ceux et celles qui manquent des moments, qui m'apportent un moment de réussite, par exemple, ou des moments qui manquent des moments qui apportent un sentiment de proximité, connexion, ou qui manquent plusieurs aspects. Je crois que je fais partie de ceux-là aussi qui ont pas encore l'équilibre entre ces trois aspects. Vous n'êtes pas seuls. On va trouver ensemble des solutions pour enfin trouver ce bien-être-là au quotidien. Donc, moi, après avoir trouvé ces solutions-là, ça m'a beaucoup aidé à trouver cet équilibre-là. Donc, pour continuer le diapo, donc le sondage 3 s'est réalisé. On va voir ensemble le côté version de moments de plaisir. Donc, pour faire suite au sondage, quand on a de la difficulté avec l'anxiété, l'inquiétude, on peut perdre le contact avec des choses qui nous rendaient heureux avant. Donc, il faut prévoir à chaque jour des activités qui vous plaisent et qui vous rendent heureux. Donc, il faut définir quelle activité vous plaît à vous. Tu sais, on est tous différents, on a chacun des hobbies, chacun des trucs qui nous font du bien, qui font juste comme nous rendre plus heureux ou nous rendre plus relax, qui nous fait comme tasser toutes les inquiétudes. Donc, par exemple, rentrer dans un bon livre, lire un bon livre, regarder un film drôle, une comédie, danser, chanter son air favori ou n'importe quoi, faire du karaoké. Moi, j'adore le karaoké.
après ça, même il y en a qui aiment beaucoup relaxer dans un bain. Ça vient comme tout détendre, tu relax, on est tranquille. Juste aussi manger son plat préféré. Cuisiner, prendre le temps de cuisiner quelque chose qu'on aime et puis déguster, manger son plat préféré. Ça peut être des activités qui vous plaisent, que vous faites vraiment pour le plaisir. Donc, il faut prévoir un moment à chaque jour. Là, d'autres choses pour au niveau, la prochaine diapo pour la proximité-connexion. Vous savez, on est des créatures sociales. Hein? On a besoin, on recherche la compagnie des autres. Toujours, on est voué à ça. On est des êtres sociaux. On aime vivre ensemble. Donc, dans un contexte comme actuellement, dans cette crise sanitaire, il y a beaucoup d'entre nous qui sont peut-être confinés ou éloignés des autres. Donc, on a moins de contact avec les gens au niveau physique. Donc, c'est important de trouver des solutions qui sont créatives pour rester en contact avec les autres. Bon. Ça, on le sait, il faut rester en contact avec les autres de façon virtuelle. Pour éviter aussi l'isolement social, souffrir de solitude. Donc, comment on peut rester en contact avec nos amis, nos proches, puis passer des moments conviviaux de façon virtuelle. Je suis certaine qu'après toutes ces semaines-là, vous avez trouvé des solutions différentes les unes des autres. Vous avez essayé au moins une chose qui vous a permis de rester en contact avec les gens de l'extérieur de votre domicile pour avoir un certain lien avec, pour créer une proximité. C'est certain que vous avez trouvé au moins une façon de faire les choses pour garder cette proximité-là, connexion avec vos amis ou votre famille. Donc, moi, par exemple, des activités que j'ai faites, par exemple, en ligne, parce qu'on s'entend qu'avec Internet, maintenant, on peut beaucoup plus se rejoindre avec davantage de façons. Par exemple, avec les réseaux sociaux, moi, je suis beaucoup sur Facebook. Je vais donner des nouvelles à ma famille, envoyer des photos de mes filles sur Facebook. Donc, l'interaction est là. Puis maintenant, le Facebook accepte des genres de vidéoconférences, mais dans le Facebook. Donc, on envoie, moi, j'ai comme une page Facebook où toute ma famille maternelle est là. Donc, à telle heure, on se voit, tu te connectes ou tu ne te connectes pas si tu peux. Tu rentres, tu sors, tu sais, c'est comme si tu rentrais dans une salle, tu vois la famille, tu ressors, tu dis bonjour. Tu sais, c'est comme ça, c'est comme si on était toutes proches. Que cette salle-là, elle est comme tout le temps active. Après ça, il y a aussi des Snapchats. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas trop le principe, bien, les Snapchats, c'est qu'on peut s'envoyer des vidéos en direct pour l'envoyer aux gens autour de nous qui durent quelques secondes, puis après, ça s'efface. Mais au moins, en direct, tu vois qu'est-ce que tu fais en ce moment, tu l'envoies à ta famille, tes amis. Eux, ils reçoivent presque en direct que toi, tu le fais. Donc, c'est comme si tu étais avec eux. Donc, tu peux répondre par la suite avec une vidéo. Regarde, moi, qu'est-ce que je fais? Je t'envoie ça. Donc, moi, depuis le coronavirus, depuis la crise sanitaire, j'ai téléchargé Snapchat. Puis, j'aime vraiment ça pour au niveau connexion proximité. D'autres applications aussi, House Party, que je me suis fait, que j'ai appris. Ça, c'est comme tu peux jouer à des jeux en ligne, mais tu vois la personne à qui tu joues, comme par exemple aux échecs, ou tu joues à, je sais pas, des petits jeux drôles. Là. Tu vois la personne qui joue avec toi. Donc, tu peux même interagir avec la personne en train de jouer au même jeu que toi. Donc, une petite compétition comme ça en direct. Ça fait bien. Groupe de sport. Ah oui, un groupe de sport comme Ouchquette 5 km. Ça, c'est une autre façon. C'est des groupes Facebook aussi qui a été créé, par exemple, depuis le coronavirus. Moi, je fais partie d'un groupe où les gens s'encouragent à faire de l'exercice physique à l'intérieur puis s'envoient des photos quand ils vont marcher. Alors là, tout ça, ça nous permet d'avoir une interaction entre nous. On dit « Hey, bravo, tu as fait 2 km. Hey, bravo, toi, tu as fait tant de temps, tant de kilomètres. » Donc là, ça nous permet de s'encourager. Donc ça, c'est toutes des... Vous voyez, c'est tous des trucs qu'on peut faire, que pour moi, ça a fonctionné, et que peut-être que pour vous, ça vous donne des idées de réaliser pour créer cette proximité-connexion-là, parce qu'on a vu tout à l'heure dans le sondage qu'environ 18% d'entre vous disaient que ça manquait beaucoup. Donc, ça peut peut-être être des solutions créatives virtuelles à faire pour vous. Donc, pour la prochaine diapo, pour développer le sentiment de réussite, on a vu dans le sondage qu'il y en a parmi vous aussi qui manquaient ces aspects-là. Donc, il faut accomplir quelque chose qui nous fait du bien. C'est ça. Pour avoir un sentiment de réussite, il faut avoir comme accompli quelque chose, par exemple une tâche,
qui nous fait rendre comme le sentiment de chose accomplie, d'avoir réussi à accomplir quelque chose. Donc, c'est utile de trouver quelque chose comme ça, d'intégrer dans notre quotidien, dans notre routine, qui nous donne ce sentiment-là. Donc, ça pourrait être, par exemple, juste faire le ménage. Tu fais le ménage de quelque chose, d'une salle, tu dis, OK, il y a un avant, il y a un après, tu es content, tu as réussi à faire ta tâche. Ou juste d'aller jardiner. C'est comme faire le ménage de la cour, tu as jardiné, tu as fait comme ton petit coin de jardinage. Ça peut amener ce sentiment-là de réussite. Ou juste finir quelque chose pour le travail, finir une tâche que tu as terminée du début à la fin, tu es fier de toi après. Faire un peu d'exercice, sortir, tu dis OK, je m'en vais 20 minutes dehors. Quand tu reviens, tu sens ce sentiment-là de réussite, de réaliser. Et ça peut aussi être comme faire une tâche administrative, payer une facture que tu dois faire, mais que, en tout cas, ça ne te tente pas nécessairement de le faire maintenant, mais tu le fais, après ça, tu es content. Donc, tout ça, c'est des petits trucs qui vous permettent de réaliser le sentiment de réussite dans votre vie. Et des fois, on le fait sans vraiment s'en rendre compte. On le fait, mais on ne réalise pas que « Ah oui, je l'ai senti une petite réussite, tiens, ma checklist, c'est fait. » Mais il faut s'en rendre compte, il faut prendre le temps de réfléchir. Puis après, je vais vous montrer, il y a des petites questions à se poser vous-même pour savoir si on a réussi à ressentir ce sentiment-là. Donc, la prochaine diapo, faites le point justement avec ces questions-là. Vous allez pouvoir voir dans votre journée si vous avez atteint ces trois aspects-là qu'on a vus tout à l'heure pour atteindre le bien-être. Donc, les 4 questions, qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour qui me donnait un sentiment de réussite. Donc, le soir, là, prenez le temps de vous poser ces questions-là dans votre journée. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour me donner une sensation de plaisir? Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui qui a augmenté ma proximité avec les autres? Donc, ces 3 questions-là, vous les posez. Puis ensuite, que faire différemment demain? Donc, tout est dans l'optique de s'améliorer et d'avoir toujours un meilleur lendemain avec un meilleur équilibre. Donc, la prochaine diapo. Un déséquilibre entre ces 3 sphères-là, bien, ça peut avoir un impact négatif sur notre état d'esprit, vous l'avez compris. Par exemple, si vous passez la plupart de votre temps à travailler sans consacrer de temps au plaisir ou à parler à des gens, bien, vous pourrez commencer à vous sentir déprimé ou même isolé. Ou à l'inverse, passer trop de temps à avoir du plaisir tout le temps, prendre son temps à se détendre, sans faire des activités qui soient importantes pour vous, ça pourrait également avoir un impact sur votre état d'esprit. Donc, la prochaine diapo, je vous propose de rester actif et occupé. Donc, aujourd'hui, le menu d'activité, Émilie, on peut partager le menu d'activité en PDF que vous voyez mieux. C'est dans le guide de Psychologie Tools qu'on a découvert ça. Moi, j'ai trouvé ça super parce que quand on cherche de l'inspiration de qu'est-ce que je pourrais faire qui me ferait du bien, bien là-dedans, on a toutes sortes d'idées. Donc, vous voyez là, à travers, là, il y a comme des gens qui aiment les animaux en haut à gauche. Bon, mais on pourrait faire des trucs par rapport avec un animal. Ensuite, l'activité physique, le nettoyage, c'est toutes des idées que vous pouvez faire qui vont vous amener un sentiment de rester actif dans vos vies et puis de créer comme le sentiment de réussite aussi, créer du temps pour soi, du plaisir. Tout est dans le but de créer ce bien-être-là au quotidien. Donc, ce que je propose, moi, à la fin de ce webinaire-là, je vais vous envoyer l'outil en ligne par courriel. Et puis, ce que je vous propose, c'est de les découper comme en carré, là, chaque paragraphe, les découper, les plier, les mettre dans un pot. Et puis, à chaque jour, vous en pigez un. Puis, à l'intérieur, vous choisissez, à travers lui, vous avez pigé, vous en choisissez un au hasard, puis vous le faites. Alors, ça peut vous créer un sentiment de réussite et améliorer votre bien-être. Donc, la prochaine diapo. La prochaine diapo maintenant. Oui, remettre l'inquiétude à plus tard. Ça, c'est un autre truc qui est super intéressant de remettre l'inquiétude à plus tard. Quand j'ai lu ça dans le document, j'ai dit « Oh mon Dieu, ça marche tellement! » Parce que
remettre l'inquiétude à plus tard, c'est comme tu prends rendez-vous avec ton inquiétude, mais plus tard dans la journée. Fait que là, quand tu as une idée qui t'inquiète vraiment, tu dis non, c'est pas maintenant que je vais la régler. Là. Je vais y penser ce soir, par exemple, à 7 heures du soir, si c'est un moment pour vous opportun. Ou si vous ne savez pas quelle heure, choisissez 7 heures. Sinon, si c'est mieux entre 8 et 8h30, bon, vous y allez. Donc, une demi-heure comme le soir, où ce que vous ressortez tout ce qui vous a préoccupé dans la journée. Donc, c'est votre période de préoccupation. Donc, vous trouvez à chaque jour une période spécifique pour vous inquiéter. C'est drôle à dire, là, mais moi, j'appelle ça prendre rendez-vous avec son inquiétude. Pour être sûr de les régler, puis aussi de mieux comprendre aussi quand la crise émotionnelle, quand l'inquiétude est arrivée, bien, la crise émotionnelle qui s'ensuit en même temps est diminuée aussi. Donc, quand on arrive avec le temps, on les est plus clairs quand on arrive le soir où ce que l'émotion est passée, on les gère plus à froid un peu. Donc, c'est là qu'on va voir aussi si c'est un problème réel ou un problème hypothétique pendant cette période où cette période d'inquiétude. C'est là qu'on va réaliser si c'est réel ou hypothétique. Puis après, je vais vous montrer un autre schéma qui va vous aider à trouver, bon, c'est-tu réel ou c'est hypothétique? C'est pas facile là, comme ça de savoir qualifier notre inquiétude un ou l'autre. Donc, ensuite, favoriser la pleine conscience. Ça, c'est un autre truc aussi pour remettre l'inquiétude à plus tard, c'est que dès que vous avez votre inquiétude, puis que vous l'envoyez, vous allez le gérer à votre rendez-vous, à votre période de préoccupation, vous commencez à faire la pleine conscience. Bon, vous ramenez votre attention sur le présent en prenant pleine conscience de l'instant présent. Vous utilisez vos sens, la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat, le goût pour vous ramener au moment présent pour éviter d'enchaîner avec la boucle qu'on voyait tout à l'heure, la chaîne de pensée qui nous amène à avoir une inquiétude exagérée ou une inquiétude excessive. Et on se répète au moment, bon, je vais m'occuper de cette inquiétude plus tard. OK? Je ne vais pas m'en occuper tout de suite, je vais m'en occuper plus tard. Et puis, repensez aussi à vos inquiétudes. C'est ça, comme je disais, avec la crise émotionnelle qui est atténuée, bon, mais à ce moment-là, ça va être plus facile de gérer l'inquiétude pendant la période de préoccupation. Donc, prochaine diapo, je vous propose ce schéma décisionnel qui est aussi donné par rapport au guide que je vous propose, que je vous fais l'analyse aujourd'hui. Donc, Émilie, si on peut voir le schéma décisionnel en plus gros pour que les gens puissent voir, c'est que ça vous permet que dès qu'une inquiétude arrive dans votre tête, vous allez pouvoir vous poser cette question-là. Donc, ce schéma-là vous amène, par exemple, puis-je faire quelque chose? Il y a quelque chose qui arrive. Est-ce que je peux faire quelque chose là? Oui. Bon, OK. Bon, mais je vais essayer de trouver une solution qui va pouvoir... bon, je vais essayer de trouver une solution, donc je fais une liste de solutions. Bon, y a-t-il quelque chose que je peux faire maintenant, tout de suite, là? Oui, non. Bon, si je ne peux pas rien faire là, maintenant, bien, planifiez ce que vous allez pouvoir le faire et quand. Donc, envoyez ça dans votre période de préoccupation et puis, à ce moment-là, vous planifierez qu'est-ce que vous allez faire concrètement. Puis après, on l'oublie, on le gère quand ça va être le temps, puis au moment où on le planifie. Ou si c'est quelque chose que vous pouvez faire tout de suite, bon, bien, faites-le maintenant, puis après ça, vous allez vous sentir plus libéré. Même chose, si, exemple, puis-je faire quelque chose, on retourne tout en haut, puis qu'on répond à non, non, je ne peux rien faire. Bon, bien, inquiétez-vous plus, vous ne pouvez rien faire. Donc, concentrez-vous sur les choses qui vous importent maintenant. Ça arrête là. Donc, tout ça, c'est un processus mental à se rendre compte, puis c'est juste de dire, OK, bien, puis des fois, on s'inquiète quand même. Hein? On dit, non, je ne peux rien faire, mais je m'inquiète quand même. Bien, c'est là que la pleine conscience va faire son effet. C'est de ramener à l'instant présent et de prendre la conscience de qu'est-ce qui se passe en ce moment, qu'est-ce qui est important pour soi maintenant. Donc, tout ça, c'est le contrôle de ces inquiétudes. Donc, pour la prochaine diapo, je vais y aller rapidement. On est près de notre période de questions. Pour les astuces, rapidement,
Bon, ça, c'est des astuces rapides qu'on voit à travers le guide que j'ai pris, que j'ai analysé pour vous. Parlez-vous avec compassion. Créez une routine. Restez mentalement, physiquement actif. Entraînez-vous à être reconnaissant, hein, être gratifié envers les autres, envers ce qui nous arrive, être reconnaissant. Entraînez-vous, identifier, limiter ce qui pourrait créer de l'inquiétude. Hein. On sait ce qui nous inquiète, alors on va essayer on va stopper. Et aussi utiliser des sources d'informations qui sont fiables sur Internet ou ailleurs. Donc, voilà, c'est terminé pour ma présentation pour le moment. Puis, je pense que ça serait le bon moment maintenant, si vous voulez, si ce n'est pas déjà fait, là, envoyer vos questions par clavardage ou simplement peut-être enlever votre micro de mute et poser des questions directement à Mélissa. Mélissa, je te laisse la parole pour répondre aux questions de nos auditeurs et, je ne sais pas si ça se dit, là, mais qui sont là avec nous. Alors, avez-vous des questions pour Mélissa qui connaît beaucoup de trucs par rapport à la santé mentale? Alors, on a une question ici. On a plusieurs questions. Je te laisse prendre le lead, Mélissa. OK. Donc, mais merci, Joanie, pour l'excellente présentation. Je pense qu'il y a beaucoup d'informations. Puis, ça va même probablement nous prendre quelques heures, peut-être quelques journées, peut-être quelques semaines à réussir à tout mettre ça en place. Mais je pense que c'était très bien résumé, puis c'était bien vulgarisé. Bravo. Donc, je vois une question ici. Ici, Judith qui nous dit, durant la COVID, mais il en manquait le plaisir avant et le bien-être dans mes journées. Excusez, je pense que c'est un commentaire. Donc, je vais aller à la question de est-ce que vous allez partager le diapo avec nous? Ça, c'est. Est-ce que Joanie, tu veux répondre tout de suite? La diapo, je ne le partagerai pas. Par contre, tous les documents que je vous ai montrés, les astuces, tout ça, sont dans le guide. Que le guide, je vais vous le partager, celui-là. Et toutes les mêmes recommandations sont insérées dans le guide. Donc, vous allez avoir toutes les infos par courriel. OK, merci. Il y a une question de Sophie. Pourquoi on est plus inquiet en fin de journée? Donc, Sophie, je trouve que c'est une intéressante question. Puis, en effet, c'est quelque chose qui revient souvent. Souvent, on entend que l'anxiété, les inquiétudes sont plus prononcées en fin de journée ou en début de journée. On a souvent un ou l'autre. Il y a plusieurs hypothèses qu'on entend souvent. C'est qu'en fin de journée, souvent, on tend à diminuer notre activité. Donc, ça nous donne justement le temps un peu plus des fois de réfléchir, le temps de faire le point de la journée, juste le fait d'arrêter, on est souvent moins dans l'action. Donc, des fois, ça permet justement à notre esprit, notre machine à penser, à produire ces pensées anxieuses-là. Puis, du coup, on a les sensations physiques aussi qui peuvent apparaître. Oui, c'est une des hypothèses. Est-ce que ça répond un peu à la question, Sophie? Oui. Oui, merci. Génial, merci, Sophie. Puis, Isabelle Thibault, comment un employeur peut bien accompagner ses employés face à l'anxiété de retourner au travail dans la situation du COVID? Grande question, je sais. En effet, grande question. Je vais même la relire. Comment un employeur peut bien accompagner ses employés face à l'anxiété de retourner au travail dans la situation du COVID? Oui, c'est une grande question. Ce que je crois qu'on peut observer, c'est que chacun le vit tellement différemment que j'ai l'impression qu'on vise probablement un accompagnement un peu individuel, puisqu'on voit que chacun le vit tellement différemment, et même que peut le vivre différemment de journée en journée ou de semaine en semaine, dépendant de l'information qui est disponible, dépendant de la situation dans notre province respective. Donc, je pense que ça peut être important dans ces moments-là, justement, d'avoir une certaine disponibilité individuelle pour aussi arriver à être présent à cet employé
qui peut vivre une anxiété, mais qui varie de jour en jour, qu'on voit. Là, il y a beaucoup de pistes de réponse à cette question. Hein. Je pense que ce serait d'ailleurs un bon sujet de webinaire. Donc, puis comment on peut bien accompagner ses employés? Je la relis parce que je pense qu'il peut y avoir beaucoup de choses qui peuvent être, dites. Je pense que aussi, justement, devant toute cette incertitude, si on est capable de mettre en place des guidelines assez claires pour essayer qu'on nommait, Joanie nommait bien comment que les situations d'ambiguïté, les nouvelles situations génèrent de l'anxiété. Donc, si en tant que milieu de travail, on arrive à mettre des guidelines le plus clairs qu'on peut, ou du moins pour dire, OK, ça va être le plan de match pour cette semaine. On sait encore là qu'on a un défi au niveau de planifier à long terme, mais si on est capable de dire le plan de match pour cette semaine, pour les 2 prochaines semaines, s'il y a quoi que ce soit, je suis disponible. Donc, ce sont des pistes de réponse. Je pense qu'on pourrait effectivement prendre 1 heure par rapport à, ou probablement même plus qu'1 heure, à savoir comment est-ce qu'on peut accompagner les employés. Mais j'espère que ça donne un petit coup, que ça donne des pistes de réponse. Excusez-moi. Oui. Est-ce que vous m'entendez? C'est Oui. Isabelle, je suis au Yukon, moi, et je fais partie des employeurs. Puis, si je pouvais juste ajouter un petit quelque chose par rapport à la question d'Isabelle, je sais que ce n'est pas ma place de répondre aux questions, mais je pourrais... C'est très bienvenu. Oui. OK. Juste pour donner un exemple, je pense que c'est important, au-delà des gens qui sont inquiets de retourner au travail, je pense que tout le long de la crise, même pendant qu'on est à la maison, c'est important que l'employeur soit toujours en contact avec ses employés par message, d'envoyer des petits messages, les checker. Il y a plein de choses qui sont disponibles en ligne pour la gestion de soi, pour justement donner des liens. Offrir des ateliers qui sont disponibles comme celui-ci, nous, on l'a partagé à tous nos employés. Et puis, pour le retour, nous, ce qu'on va faire, c'est avoir un sondage aussi. Il va y avoir la conversation privée, mais il va y avoir le sondage pour permettre à tout le monde d'être à l'aise de dire « oui, je suis prêt à retourner au travail » ou « non, et voici pourquoi », sans que ce soit une conversation nécessairement 1 à 1, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas toujours à l'aise avec les conversations. Donc, d'avoir les 2 approches aussi, de permettre aux gens qui sont moins à l'aise de dire ce qu'ils ont à dire. Ça peut être, l'anxiété peut provenir aussi de quelqu'un qui ne veut pas retourner au travail parce qu'il a une condition médicale, mais il ne veut pas nécessairement le dire. Il ne veut pas que ce soit su. Donc, je pense qu'il y a plusieurs approches. Puis surtout, je pense que l'employeur a une responsabilité de préparer un plan avec des choses très claires pour le partager à ses employés pour qu'ils sachent où c'est qu'ils s'en vont. Donc, de mettre aussi de l'avant, qu'est-ce qu'on va faire pour vous protéger, pour protéger les autres. Moi, je pense que c'est très, très important. Merci Isabelle. Ça m'amène aussi, ça me fait penser à 2 petites choses que je pense qui peuvent être importantes aussi quand on passe à un retour au travail. Je pense que, puis je pense qu'on le sait tous, mais de bien garder en tête que justement, on veut essayer d'avoir une approche qui est non jugeante, puisqu'on voit que tellement tout le monde se positionne à des endroits différents dépendant de leur propre réalité. Puis autant que ça peut nous rapprocher, autant que ça peut nous éloigner. Donc, si on commence de vraiment adopter une approche qui est inclusive, si on veut que chacun vit ça différemment, que justement de vivre une anxiété ou d'avoir des réticences dans ce contexte, c'est normal. Donc, cet aspect-là, je pense qu'on veut bien garder ça en tête. Puis, si je fais du pouce sur une des stratégies que Joanie a proposées aussi, on parlait de reporter notre inquiétude. Mais je pense, là, je réfléchis à voix haute avec vous, mais je pense que ça peut peut-être être intéressant dans un milieu de travail qu'on arrive un peu comme encadrer justement ces inquiétudes, dans le sens que peut-être qu'on peut même avoir un moment où est-ce que, OK, c'est notre moment inquiétude COVID ou notre moment retour travail, on en parle ensemble, on débrief, mais qu'on essaie de cadrer un petit peu ces inquiétudes-là, dans le sens pour être certain que ça ne vienne pas... que ce soit constamment un sujet de conversation, que ce soit constamment... on veut évidemment que ce soit entendu, mais si on se dit qu'on a un moment prévu pour en parler, à ce moment-là, peut-être ça peut être plus facile pour les gens de retourner à une certaine normalité, dire OK, on essaie de travailler et en fin de journée ou à un moment prévu, on sait qu'on fait un petit débrief par rapport à nos inquiétudes réelles ou hypothétiques. Donc, je pense que c'est quelque chose qui peut peut-être être intéressant de se faire même en groupe aussi,
comme un peu ce qu'on disait là avec reporter l'inquiétude. Je ne sais pas si ça peut faire du sens dans les milieux de travail, tout dépend, mais oui. Je vois qu'il y a plusieurs messages. C'est intéressant, c'est nouveau pour moi aussi. Je regarde tout ça. Donc, il y a un message. Approche individuelle, parfait. Diane, comment motiver l'aspect cognitif à distance pour une personne qui souffre de problèmes style Alzheimer? Wow, ça c'est aussi une grosse question. Qui souffre de problèmes d'Alzheimer. Ma spécialité, c'est surtout en santé mentale. Je suis un peu moins... je connais un petit peu les troubles... problèmes de maladie d'Alzheimer et tout, mais c'est pas ma spécialité. Donc, je peux réfléchir avec vous. Mais comment motiver l'aspect cognitif à distance pour une personne qui souffre de problèmes de style Alzheimer? Moi, j'aime bien, puis peut-être qu'on peut réfléchir ensemble aussi, mais ce qui me vient en tête, c'est que j'aime bien, je serais curieuse de savoir, bon, c'est quoi les activités justement cognitives qu'on fait habituellement avec cette personne en personne, puis est-ce qu'il y a moyen qu'on arrive à justement, on a vu dans le dernier mois comment on arrive à utiliser notre créativité pour arriver à les transformer, puis réussir à le faire à distance. Mais je me demande si ça pourrait être intéressant de partir de quelque chose qu'eux font déjà, quelque chose qui fait du sens pour eux, ou s'ils ont déjà une certaine habitude qu'ils font depuis des années. Comment est-ce qu'on peut partir de cette petite habitude ou de cette activité si la personne aimait faire des casse-têtes, des sudoku, écrire dépendant comment se sent la personne, puis ses habiletés. Mais ouais, j'aurais tendance à m'intéresser à quelles sont les activités de cette personne-là avant même toute cette crise. Puis, est-ce qu'on peut arriver à justement transformer cette activité qu'elle soit possible à distance? J'espère que ça donne une petite piste de réflexion. Je lance plein de pistes de réflexion. Ça pourrait être... on pourrait avoir plein de sujets de webinaire. Est-ce que Diane, ça répond un petit peu à la question? Ou ça donne des pistes? Oui, je vais continuer. Parfait. Y a-t-il des astuces pour calmer l'inquiétude des enfants et d'adolescents différentes de ce qu'on a vu pour les adultes? Oui, il y en a d'autres. Souvent, ça demeure dans le même style que ce qu'on a vu, mais souvent, on va utiliser, par exemple, avec les enfants, on va utiliser soit des images un peu plus dynamiques où on va, par exemple, des activités de pleine conscience il y en a une qui est il y a un petit livre là, avec la grenouille, par exemple. Donc, c'est adapté. Mais je dirais que la plupart des outils qu'on utilise, qu'on a vu aussi aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on utilise également avec les enfants, adolescents, mais que le matériel est un peu adapté pour le rendre plus dynamique, plus accessible pour lui. Puis, avec les enfants aussi, souvent, tout le monde symbolique, on peut l'utiliser beaucoup. Les histoires, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup aussi. Avec les adolescents, par exemple, on sait qu'un de leurs défis pour eux aussi, c'est tout l'aspect social, connexion. Puis aussi la gestion des risques. On sait que les adolescents, il y a une prise de risque qu'on observe souvent. Donc, par rapport à ce COVID-là, des fois, c'est plus difficile pour eux de comprendre ou de gérer ces risques-là. Donc, ça peut être quelque chose qu'on peut aborder avec eux aussi. Mais donc, si je résume, je dirais que tous les outils qu'on a discutés aujourd'hui pourraient être utilisés avec les enfants en les adaptant. Puis, évidemment, il y a d'autres outils qu'on pourrait aussi discuter dans un autre webinaire. Mélissa, je voulais en profiter aussi parce que je sais que tu as monté un cours sur gestion de crise, situation de crise. Étant donné la situation actuelle, veux-tu nous parler un peu dans ce cours-là que tu vas offrir en intervention en travail social au programme au Collège Éducation? C'est quoi, qu'est-ce que tu vois dans ce cours-là qui pourrait aider les gens qui nous écoutent aujourd'hui?
Donc, les sujets, le cours, oui. Donc, le cours qu'on a développé pour le nouveau programme, c'est santé mentale et gestion de crise. Donc, dans le cours, les premiers cours, il y a plusieurs définitions qui sont données. Par exemple, c'est quoi un trouble de santé mentale? C'est quoi on parle du modèle biopsychosocial, qui est un modèle qui est souvent utilisé dans le domaine de la santé mentale. On parle des facteurs de risque, facteurs de protection. Donc, ça, c'est dans les premiers cours. Puis par la suite, il y a différentes problématiques qui sont abordées, comme la dépression, la schizophrénie, les troubles alimentaires, l'anxiété. Il y a 2 cours sur l'anxiété. Donc, c'est sûr qu'en ce moment, dans le contexte actuel de pandémie, je pense que le cours sur l'anxiété peut être particulièrement pertinent, par exemple, pour mieux comprendre c'est quoi les symptômes, les manifestations. Puis, pour chaque problématique, il y a des pistes d'intervention qui sont dégagées. Donc, par exemple, dans le cours sur l'anxiété, il y a certaines des pistes d'intervention que Joanie t'a présentées, qu'on aborde aussi, puisqu'on voit que toutes ces stratégies-là, quelqu'un mentionnait aussi dans le groupe chat là, avant et après COVID, donc on voit que toutes ces stratégies-là, elles sont valides durant le COVID, mais elles l'étaient avant aussi, puis elles le seront encore après. Donc, c'est des stratégies qu'on a adaptées encore un peu au contexte, mais c'est des stratégies qui sont abordées dans le cours. Oui, ça donne un petit aperçu du cours qui, je pense, est bien intéressant. Oui, vraiment, vraiment. Merci. Merci, Joanie. Oui, je suis en train de regarder à l'instant. Un petit 2 minutes ensemble. Alors, merci pour tout le monde. Dans le fond, pour vos interventions, Mélissa, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose avant qu'on conclue le webinaire. Non, mais je vous remercie tout le monde. C'était bien intéressant justement de cultiver notre petite ère connexion et d'avoir la chance quand on parle avec les petits cercles là. Donc, merci de m'avoir donné la chance de me joindre à vous aujourd'hui. C'était un plaisir d'entendre la présentation puis de communiquer, de partager avec vous. C'est des bonnes questions. C'était intéressant. Merci pour ton expertise, Mélissa. C'était super agréable. Puis c'est très familial comme rencontre. J'ai aimé beaucoup nos discussions. Puis tout le monde a participé sur le chat. Merci à tout le monde d'avoir mis de l'interaction puis d'avoir participé au sondage. Ça fait, c'est super bien. Et puis, pour conclure le webinaire, la dernière diapo, Émilie, s'il te plaît, notre diapo de conclusion. Donc, en gros, pour conclure maintenant, l'inquiétude se contrôle, on le sait, avec des stratégies. Donc, à vous de voir qu'est-ce qui fonctionne bien pour vous avec des astuces que vous allez prendre à tous les jours et avec les astuces que vous allez avoir dans le guide qu'on va vous envoyer par courriel. Et puis, n'oubliez pas que la vie est faite à 20% de ce qui nous arrive et à 80% de comment nous décidons d'y réagir. Donc, sur cette petite pensée, je vous laisse aujourd'hui en vous remerciant beaucoup pour votre participation encore une fois. Et puis, je vous souhaite une belle journée, une belle après-midi pour les gens du Québec et une belle journée pour les gens de l'Ouest. Donc, encore merci, Mélissa, et je vous envoie un courriel par suivi dans les prochaines minutes. Merci à tous. Merci. Au revoir tout le monde.